Je n'oublierai jamais le bruit sourd, mat et définitif de la boîte en carton heurtant le fond de la poubelle en métal chromé. Ce son, pourtant banal dans une cuisine, résonne encore dans mes cauchemars comme le coup de tonnerre qui a annoncé la fin de ma famille telle que je la connaissais. À Noël dernier, ma sœur aînée, Corinne, a commis l'irréparable. Elle a pris les truffes en chocolat que ma fille de 12 ans, Léa, avait passé 2 jours entiers à préparer avec une minutie d'orfèvre et tout son amour d'enfant. Elle les a goûtés du bout des lèvres, a fait une grimace de dégoût théâtral, et a tout jeté aux ordures devant 20 invités médusés en disant ces mots qui resteront gravés dans ma mémoire. C'est infect, ma chérie. Fais mieux la prochaine fois. Ma fille a fondu en larmes, le corps secoué de sanglots silencieux qui faisaient mal à voir. Mon cœur de mère s'est brisé en 1000 morceaux à cet instant précis. Mais ce que Corinne ignorait, du haut de sa tour d'ivoire et de son arrogance, c'est que ce geste cruel allait déclencher une réaction en chaîne dévastatrice qui détruirait sa vie parfaite de fausse riche. Ma mère, une femme douce, effacée et soumise depuis 40 ans, a eu une réaction brutale qui a choqué tout le monde et redéfini les rapports de force. Et moi ? J'ai prononcé quelques mots, calmement, qui ont ruiné Corinne financièrement pour toujours et l'ont renvoyée à la réalité qu'elle fuyait depuis si longtemps. Bonjour à tous et bienvenue dans mon histoire. Je m'appelle Sandrine. Avant de plonger dans les détails de ce drame familial qui a secoué notre Noël dans la ville huppée d'Arcachon, j'aimerais prendre un moment pour me connecter avec vous. Je sais que nous sommes nombreux à porter le poids de familles compliquées. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire aujourd'hui, et quelle heure il est chez vous. J'adore lire vos messages, cela me donne l'impression que nous sommes une grande communauté soudée, réunis autour du feu pour partager nos vérités. Pour comprendre pourquoi ce Noël 2022 a été un tel désastre, un véritable cataclysme émotionnel, il faut que je remonte un peu en arrière et que je vous parle de Corinne. Dans chaque famille toxique, il y a souvent des rôles distribués dès la naissance, comme dans une mauvaise pièce de théâtre. Corinne a toujours été l'enfant doré, l'élu, la merveille. Depuis que nous sommes toutes petites, mes parents, et tout particulièrement mon père, Michel, l'ont mise sur un piédestal si haut qu'elle ne pouvait regarder le monde qu'avec mépris. Elle était la plus jolie selon eux, la plus ambitieuse, celle qui allait réussir, celle qui portait les espoirs de grandeur de mon père. Moi, j'étais juste Sandrine. La cadette. La fille sérieuse, celle qui travaille dans la logistique, celle qui est fiable comme une vieille voiture, mais pas étincelante comme une voiture de sport. J'ai construit ma vie à Bordeaux, loin des paillettes, avec Stéphane, mon mari, un homme merveilleux, solide comme un roc, qui dirige des chantiers de construction. Ensemble, nous avons élevé nos 2 enfants, Léa et Enzo, dans l'amour et la simplicité. Nous avons une vie modeste mais heureuse. Nous ne roulons pas sur l'or, nous comptons parfois à la fin du mois, mais nous ne manquons de rien d'essentiel, surtout pas d'amour. Corinne, elle, vit dans une autre réalité. Ou devrais-je dire, une illusion savamment entretenue. Elle habite une villa somptueuse dans le quartier très prisé de la ville d'Hiver à Arcachon. C'est un endroit magnifique, rempli de vieilles maisons bourgeoises du 19e siècle, où l'air sent les pins maritimes et l'argent ancien. Elle se présente à qui veut l'entendre comme une investisseuse privée, une femme d'affaires redoutable, mais tout le monde dans notre cercle intime, si on osait se dire la vérité, c'est qu'elle passe ses journées à dépenser de l'argent qu'elle n'a pas dans des vêtements de luxe, des soins esthétiques hors de prix et des régimes à la mode. Son mari, Thierry, est agent immobilier. Un homme gentil au fond, mais faible, complètement écrasé par la personnalité dominatrice et les exigences démesurées de ma sœur. Ce que personne ne savait ce soir-là, à part mon mari et moi, c'est que le train de vie luxueux de Corinne ne tenait qu'à un fil. Un fil très fin que je tenais entre mes doigts sans jamais avoir voulu tirer dessus. En 2019, juste avant que le marché ne devienne fou et que le monde ne change, Corinne m'avait supplié à genoux dans ma propre cuisine. Ils risquaient de perdre la villa. Ils étaient au bord de la saisie. Ils avaient besoin de liquidités immédiatement pour un investissement sûr qui allait tout sauver et leur permettre de rebondir. Par culpabilité, par ce maudit sens du devoir familial qui nous enchaîne souvent à nos bourreaux, et parce que je ne voulais pas que ma nièce et mon neveu se retrouvent à la rue ou changent d'école, j'ai cédé. J'ai pioché dans nos économies de toute une vie et dans l'héritage que ma grand-mère paternelle m'avait laissé. Je lui ai prêté 200 000 euros. Sans intérêt. Juste une reconnaissance de dette entre sœurs, signée sur un coin de table, avec la promesse solennelle d'un remboursement rapide. Je te rembourserai dès que l'affaire sera conclue, Sandrine, je te le jure sur la tête de mes enfants, m'avait-elle dit, les larmes aux yeux, me serrant les mains. 3 ans ont passé. Pas un centime n'a été remboursé. Pas un seul.
Mais je voyais sur Facebook et Instagram ses photos de vacances aux Maldives, ses nouveaux sacs Vuitton à 3 000 € et ses soirées champagne avec le gratin local. Je me taisais pour la paix des familles. Je me disais que c'est Noël, qu'il ne faut pas gâcher la fête, que l'argent ne vaut pas une guerre fratricide. J'avais tort. J'avais terriblement tort. Ce soir-là, en montant dans la voiture pour aller chez elle, je pensais assister à une simple soirée de vantardise habituelle, ennuyeuse mais supportable. Je ne savais pas que Corinne avait préparé une mise en scène pour humilier mon enfant. Je ne savais pas que je rentrerais chez moi ce soir-là avec une famille brisée, amputée, mais enfin libérée du mensonge. Le trajet entre notre maison de Bordeaux et la villa de Corinne à Arcachon a duré 1 heure, mais il m'a semblé durer une éternité, chaque kilomètre augmentant la pression dans ma poitrine. La route nationale était encombrée de vacanciers, les phares rouges des voitures devant nous formaient une longue rivière lumineuse dans la nuit d'hiver. Dans l'habitacle de notre break familial, l'ambiance était fébrile, chargée d'une électricité statique invisible. À l'arrière, Léa, ma fille de 12 ans, était étrangement silencieuse. Elle tenait sur ses genoux une boîte en carton blanc, décorée avec un soin infini, entourée d'un ruban rouge satiné qu'elle avait elle-même frisé avec des ciseaux la veille au soir. Elle protégeait cette boîte de ses 2 mains, comme si c'était le Saint Graal, craignant que le moindre chaos de la route ne vienne abîmer son trésor. « Maman, tu crois vraiment que Tati Corinne va aimer ?» m'a-t-elle demandé pour la 10e fois depuis notre départ. Sa voix tremblait un peu, trahissant cette insécurité que Corinne avait plantée en elle année après année. Je me suis retournée sur mon siège passager et je lui ai souri, essayant de lui transmettre toute la confiance que je pouvais. « Bien sûr qu'elle va aimer, ma chérie. Tu y as passé tout ton week-end. C'est du chocolat Valrhona, c'est le meilleur chocolat du monde. Et tu as suivi la recette à la lettre. Elles sont parfaites. » Il faut que vous sachiez que Léa s'était découvert une passion dévorante pour la pâtisserie pendant le confinement. C'était devenu son refuge, son moyen d'expression, sa façon de dire je t'aime sans utiliser de mots. Pour ce Noël, elle avait décidé de se lancer un défi, faire des truffes au chocolat noir intense, roulées dans du cacao amer et rehaussées d'une pointe de fleurs de sel de Guérande. C'était une recette complexe, technique, qui demandait de la patience et de la précision, beaucoup trop ambitieuse pour une enfant de son âge, pensaient certains. Je l'avais vue dans la cuisine durant 2 jours, le tablier trop grand pour elle noué autour de la taille, le visage parfois taché de farine de chocolat, concentré comme un petit chef étoilé. Elle avait raté la première fournée, l'émulsion avait tranché, le gras s'était séparé du cacao. Elle avait pleuré de frustration, de grosses larmes roulant sur ses joues rebondies, mais elle avait essuyé ses yeux et elle avait recommencé. Elle s'était brûlé légèrement l'index en faisant fondre le beurre au bain-marie, une petite cloque rouge était apparue, mais elle n'avait pas lâché. Elle voulait impressionner sa tante. Elle voulait, juste pour une fois, que Corinne la regarde avec autre chose que de la condescendance, qu'elle voie enfin la valeur de sa nièce. Enzo, mon fils de 10 ans, qui est d'habitude une boule d'énergie incontrôlable, était étonnamment calme à côté d'elle. Il sentait l'enjeu. Il posait sa main sur le bras de sa sœur, un geste de protection instinctif. « T'inquiète pas, Léa. Elles sentent trop bon. Si la tante n'aime pas, moi je mange tout, je te promets. » Stéphane, au volant, a ri doucement, les yeux fixés sur la route. « Pas question, Enzo. On partage. Je suis fière de toi, Léa. Peu importe ce que disent les autres, peu importe ce que dit ta tante, tu as mis ton cœur là-dedans, et c'est ça qui compte le plus. J'aimais mon mari pour ça, pour cette solidité tranquille. » Il savait, comme moi, que les dîners chez Corinne étaient des champs de mines émotionnelles où chaque mot pouvait exploser. Il essayait de construire un bouclier de confiance et d'amour autour de nos enfants avant que nous ne franchissions la porte de la villa, espérant que cela suffirait à les protéger des éclats. En arrivant dans le quartier de la ville d'hiver, l'atmosphère a changé. Les maisons étaient toutes plus illuminées les unes que les autres, rivalisant de décorations coûteuses. C'était un concours de richesse étalé sur les façades, des rennes lumineux grandeur nature, des cascades de lumière LED. Devant chez Corinne, il y avait déjà plusieurs voitures garées, dont la grosse berline allemande noire de mon père, imposante et menaçante comme lui. J'ai senti une boule dure, acide, se former dans mon estomac. « On y est », a soupiré Stéphane en coupant le moteur. Le silence est retombé dans la voiture, lourd de présages. Nous sommes descendus. L'air était froid, vif, chargé de l'humidité de l'océan tout proche. Léa a lissé sa robe nerveusement.
C'était une robe en velours vert émeraude que nous avions achetée ensemble la semaine précédente dans une petite boutique du centre. Elle se trouvait belle dedans, elle s'était regardée dans le miroir avec un sourire timide, et elle l'était, rayonnante de jeunesse et d'espoir. Elle avait des étoiles dans les yeux, serrant sa boîte de truffes contre sa poitrine comme un bouclier. Je ne savais pas encore que ces étoiles allaient s'éteindre brutalement dans moins d'une heure. Je ne savais pas que je devrais retenir mon mari physiquement pour qu'il ne commette pas un meurtre ce soir-là. J'ai pris une grande inspiration glacée, j'ai attrapé la main chaude de mon fils, et nous avons marché vers la porte massive en chêne verni. La porte s'est ouverte sur Thierry, mon beau-frère. Il portait un costume qui semblait un peu trop grand pour lui maintenant, comme s'il avait rétréci sous le poids des soucis. Il avait l'air épuisé, les yeux cernés de noir, mais il a affiché un sourire de façade, ce sourire commercial qu'il utilisait pour vendre des maisons invendables. Ah, les voilà. Les Bordelais sont arrivés. Entrez, entrez, il fait un froid de canard dehors. L'intérieur de la villa était éblouissant. Trop éblouissant. Tout était blanc, doré et argenté. Un sapin immense, qui devait toucher le plafond de 3 mètres, trônait dans le salon, décoré avec une précision chirurgicale. Pas une guirlande de travers, pas une boule qui ne soit pas parfaitement assortie au thème couleur de l'année. C'était magnifique, indiscutablement, mais froid. Ça ressemblait à une page de magazine de décoration sur papier glacé, pas à une maison où vit, rit et pleure une famille. Il n'y avait aucune trace de vie, aucun désordre joyeux. Corinne est descendue de l'escalier monumental comme une reine de cinéma descendant les marches à Cannes. Elle portait une robe rouge moulante de créateur, des talons vertigineux qui claquaient sur le marbre, et des bijoux qui brillaient agressivement sous les lustres en cristal de bohème. Sandrine. S'est-elle écriée en me faisant la bise, effleurant à peine ma joue de la sienne pour ne pas abîmer son maquillage parfait. Tu as l'air fatiguée, ma pauvre. Le travail à l'entrepôt, c'est dur en fin d'année, j'imagine. Il faut porter des cartons, non? Je suis responsable logistique, je ne travaille pas dans un entrepôt à porter des charges, je gère des flux internationaux complexes pour une grande maison de vin prestigieuse. Elle le savait très bien. C'était sa première petite pique de la soirée, une façon subtile de me rabaisser, de me rappeler ma place de travailleuse face à elle, la rentière. J'ai ignoré, préférant la paix. Bonsoir Corinne. Tu es resplendissante, comme toujours, ai-je répondu poliment, ravalant ma fierté. Elle s'est tournée vers les enfants. Son regard a scanné Léa de la tête aux pieds, lentement, cruellement. C'était un regard d'expert comptable cherchant une erreur dans un bilan, un regard de juge impitoyable. Oh, Léa, a-t-elle dit avec une voix traînante, faussement douce. C'est la robe qu'il vendait en promo chez Leclerc la semaine dernière, non? Je crois l'avoir vue dans le catalogue des soldes. C'est mignon. Un peu rustique pour le décor ici, peut-être un peu trop simple, mais ça te va bien, ma puce. Ça fait très petite fille sage. J'ai senti Léa se raidir instantanément à côté de moi. Ses joues sont devenues écarlates. Sa main s'est crispée sur sa boîte de truffes. Ce n'était pas une robe de supermarché, c'était une belle robe choisie avec soin, mais Corinne devait absolument rabaisser tout ce qui ne venait pas de l'avenue Montaigne, tout ce qui n'avait pas une étiquette de luxe visible. Enzo a serré les poings, prêt à bondir. C'est la plus belle robe du monde, et Léa est une princesse, a-t-il marmonné entre ses dents. Corinne a éclaté d'un rire cristallin et faux, un son qui m'a donné la chair de poule. Oh, qu'il est susceptible ce petit. C'est adorable. Allez, ne faites pas ces têtes, venez au salon, papa et maman sont déjà là, ils s'impatientent. Dans le vaste salon, mon père, Michel, trônait dans un fauteuil en cuir Chesterfield, un verre de whisky hors d'âge à la main, tel un patriarche satisfait. Ma mère, Bernadette, était assise à côté de lui sur un petit pouf, petite, voûtée et silencieuse, comme une ombre qu'on oublie. Ah, voilà ma deuxième fille. A lancé mon père sans même faire l'effort de se lever. Alors, toujours à compter des caisses de vin? Corinne vient de nous raconter son dernier investissement dans les crypto-monnaies. C'est fascinant. Cette fille a un flair incroyable, je vous le dis, c'est le véritable génie de la famille. Elle a hérité de mon sens des affaires. Je n'ai rien dit. J'ai avalé la comparaison blessante comme une vieille habitude. J'ai embrassé ma mère. Elle m'a serré fort, plus fort que d'habitude, ses mains étaient froides. Elle sentait la lavande, son parfum de toujours, mais aussi l'inquiétude. Ça va maman?
Tu as l'air pâle, lui ai-je chuchoté à l'oreille. Fais attention ce soir, Sandrine, a-t-elle murmuré si bas que j'ai cru avoir rêvé. L'ambiance est électrique. Ton père est sur les nerfs, et Corinne est imprévisible. Il y avait aussi l'oncle Jacques, le frère de ma mère, un homme bourru mais franc, et ma cousine Sabine. Sabine, la commère officielle de la famille, m'a tout de suite sauté dessus avec son enthousiasme habituel. Sandrine. J'ai appris pour ta promotion. Directrice des opérations logistiques, c'est ça? C'est génial. Tu dois être tellement fière. J'ai commencé à sourire, prête à répondre, heureuse qu'on s'intéresse enfin à moi, mais Corinne a coupé la parole immédiatement, faisant teinter sa coupe de champagne avec une fourchette en argent pour réclamer l'attention. Écoutez tous. Avant qu'on ne s'ennuie avec les détails sordides du travail salarié et des horaires de bureau, je dois absolument vous montrer le projet de notre future résidence secondaire à l'île Maurice. C'est un projet d'architecte fabuleux. Thierry, apporte les plans, vite. Mon père a applaudi bruyamment. Bravo. L'île Maurice. Ça c'est de la réussite. Sabine s'est tue, gênée, me lançant un regard d'excuse. J'ai ravalé ma fierté. Une fois de plus. C'était le show de Corinne, et nous n'étions que les figurants. Mais je voyais ses mains trembler légèrement quand elle tenait sa coupe. Je voyais les gouttes de sueur perler sur le front de Thierry. Il jouait une pièce de théâtre, et le rideau allait bientôt tomber avec fracas. Mais je ne savais pas encore que la victime collatérale de leur effondrement serait ma fille innocente. Nous sommes passés à table dans la salle à manger adjacente. La table était dressée comme pour un banquet royal. Nappe en lin blanc brodé, argenterie lourde, verre en cristal taillé. Le dîner était une démonstration de force culinaire et financière. Foie gras truffé entier, huîtres du bassin d'Arcachon numéro 2, chapon au marron et au cèpe. Tout était objectivement délicieux, raffiné, mais l'ambiance était totalement indigeste. Corinne monopolisait la conversation, parlant fort, riant trop fort, remplissant l'espace sonore pour empêcher tout silence qui pourrait révéler la vérité. Elle racontait des anecdotes interminables où elle avait toujours le beau rôle, où elle remettait des vendeurs de luxe à leur place, où elle obtenait des surclassements en première classe par son simple charisme. Mon père buvait ses paroles comme du petit lait, hochant la tête à chaque phrase. C'est bien ma fille, ça. Il faut savoir s'imposer dans la vie, écraser les autres avant d'être écrasé. Pas comme certains qui se contentent de la médiocrité et du salariat. Il a jeté un regard en biais vers moi, lourd de reproches silencieux. J'ai serré ma fourchette jusqu'à avoir les jointures blanches, sentant la colère monter en moi comme une marée. Stéphane a posé sa main chaude sur mon genou sous la table, exerçant une pression douce. Un rappel silencieux, calme-toi. C'est Noël. Pour les enfants. Léa et Enzo étaient silencieux, intimidés par le faste et la tension ambiante. Ils mangeaient à peine, piquant du bout de la fourchette. Léa regardait souvent vers la cuisine ouverte, ultramoderne, où elle avait posé sa boîte de truffes sur le plan de travail en marbre noir. Elle attendait le moment du dessert avec un mélange d'excitation pure et de terreur paralysante. « Et toi, Léa ?» a soudain demandé l'oncle Jacques, essayant courageusement de détendre l'atmosphère pesante. « Comment ça se passe l'école cette année? Tu as toujours d'aussi bonnes notes? Tu es toujours première de la classe? » Léa a relevé la tête, un sourire timide éclairant son visage. « Oui, tonton. J'ai eu 18 en histoire la semaine dernière sur la Révolution française et... L'histoire, ça ne paie pas les factures. » A coupé brutalement mon père, la bouche pleine. « Regarde ta tante Corinne. Elle n'était pas une intello, elle détestait l'école, mais elle a l'intelligence de la rue, l'intelligence des affaires, le sens du deal. C'est ça qui compte dans le monde réel. Léa, tu devrais prendre exemple sur elle, pas traîner dans les livres poussiéreux qui ne servent à rien. » Léa s'est ratatinée sur sa chaise, comme si elle voulait disparaître sous la table. C'était tellement injuste. Corinne avait redoublé 2 fois, avait triché à ses examens et n'avait jamais travaillé un vrai jour de sa vie. Mais dans la mythologie familiale toxique créée par mon père, elle était un génie, une sorte de Steve Jobs au féminin. « Papa, s'il te plaît, ai-je osé intervenir, ma voix tremblant légèrement. Léa travaille dur, elle est curieuse, elle est cultivée. Laisse-la parler de ce qu'elle aime. » Corinne a levé les yeux au ciel, soupirant bruyamment. « Oh là là, Sandrine la mère poule est de sortie.
Laisse papa donner des conseils, bon sang. Il a de l'expérience. Il veut juste qu'elle ne finisse pas. Ordinaire. Comme toi. Le mot a claqué comme un fouet dans l'air. Ordinaire. C'était le pire crime, la pire insulte aux yeux de Corinne. Être normal, c'était être un raté. Le repas s'est éternisé, plat après plat. Ma mère, Bernadette, essayait de servir les plats, de débarrasser, agissant comme une servante dans la maison de sa propre fille, courant de la cuisine à la table. Corinne ne levait pas le petit doigt, restant assise comme une pacha. Maman, fais attention avec la sauce, c'est une nappe en lin d'Italie à 500 €. Aboyait-elle dès que ma mère faisait un geste un peu brusque. Ma mère baissait la tête, humble. Pardon, ma chérie, pardon, je vais faire attention. J'avais envie de hurler. J'avais envie de renverser la table avec toute cette vaisselle de luxe. Mais je me retenais pour Léa. Le moment du dessert approchait. C'était son moment. Elle allait enfin pouvoir briller, montrer son talent, recevoir un peu de reconnaissance. Quand le fromage a été débarrassé, Léa s'est levée. Ses jambes tremblaient un peu sous la nappe. « Tati Corinne ?» a-t-elle dit d'une petite voix qui luttait pour ne pas se briser. J'ai préparé quelque chose pour le dessert. Pour tout le monde. C'est un cadeau. Elle est allée chercher la boîte sur le marbre froid. Le silence s'est fait dans la pièce. Corinne a souri, mais ce n'était pas un sourire bienveillant. C'était le sourire du chat qui voit la souris sortir de son trou et qui s'apprête à jouer avec avant de la tuer. « Ah oui ? Fais voir ça », a-t-elle dit en tendant la main, impatiente et critique. Léa a apporté la boîte, l'a ouverte délicatement comme on ouvre un écrin à bijoux. L'odeur riche, puissante et envoûtante du chocolat noir a flotté dans l'air, se mêlant à l'odeur du sapin. Les truffes étaient un peu irrégulières, certes, roulées à la main par une enfant de 12 ans, mais elles sentaient divinement bon, elles transpiraient l'authenticité. Ce sont des truffes au chocolat noir et fleurs de sel, a expliqué Léa fièrement, les yeux brillants. J'ai tempéré le chocolat moi-même. Corinne a plongé sa main manucurée aux ongles longs et rouges dans la boîte. Elle a pris une truffe, l'a levée vers la lumière du lustre, l'a fait tourner entre ses doigts, l'a examinée sous toutes les coutures comme si c'était un insecte suspect ou un déchet. Puis, avec une lenteur calculée, elle l'a mise dans sa bouche. Tout le monde retenait son souffle. Mon cœur battait à tout rompre. Le temps semblait s'être arrêté, suspendu aux lèvres de ma sœur. Corinne a mâché une fois. 2 fois. Son visage s'est tordu dans une grimace exagérée, grotesque, digne d'une mauvaise actrice de telenovela. Soudain, elle a pris sa serviette en tissu blanc immaculé, a recraché le morceau de chocolat dedans avec un bruit de dégoût audible, un puant sonore et vulgaire qui a glacé le sang de toute la tablée. « Mais c'est quoi cette horreur ?» a-t-elle crié, la voix perçante, montant dans les aigus. « C'est infect. C'est amer comme du fiel. Et ça croque sous la dent. C'est quoi ce truc ? Léa, tu as mis du sable dedans ou quoi ? Tu veux nous empoisonner le soir de Noël ? » Léa est devenue blanche comme un linge, ses yeux s'emplissant instantanément de larmes. « Non Tati, c'est la fleur de sel, c'est fait exprès, c'est pour le contraste. » « La fleur de sel ? » a ricané Corinne, cruelle. « On dirait que tu as ramassé ça par terre dans la cour. C'est immangeable. C'est du sabotage culinaire. Mon Dieu, j'ai besoin de rincer ma bouche, vite, du champagne. » Elle a bu une longue gorgée, puis elle a regardé la boîte ouverte devant elle avec un dégoût profond. Léa était là, debout, pétrifiée, les bras ballants, recevant chaque mot comme un coup de poignard. « Franchement, Sandrine, » a continué Corinne en se tournant vers moi avec un air de reproche, « tu ne devrais pas laisser ta fille cuisiner si elle n'a aucun palais, aucun talent. C'est gênant pour tout le monde. On ne sert pas ça à des invités, encore moins à la famille. » Et là, elle a fait la chose qui a fait basculer la soirée dans l'horreur absolue. Elle s'est levée brusquement, a arraché la boîte des mains de Léa. Ma fille était tellement choquée qu'elle n'a opposé aucune résistance, et elle s'est dirigée d'un pas décidé vers la grande poubelle chromée de la cuisine américaine. « Non !» a crié Enzo, se levant de sa chaise. Trop tard. Corinne a ouvert le couvercle d'un coup de pied et a renversé la boîte entière. Les 30 truffes, le travail de 2 jours, l'espoir de ma fille, tout a fini au milieu des épluchures de pommes de terre, des carcasses de crevettes et des restes de foie gras.
Elle a laissé tomber la boîte vide par-dessus, comme pour sceller le sort de ce cadeau. Puis elle s'est retournée vers Léa, a essuyé ses mains l'une contre l'autre comme si elle venait de toucher quelque chose de contagieux, et a dit froidement, sans une once d'empathie, « Fais les meilleurs la prochaine fois, ma chérie. Ou mieux, achète-les chez un professionnel. La pâtisserie, c'est un métier, pas un bricolage. » Léa a éclaté en sanglots. Un pleur déchirant, le son d'un cœur d'enfant qui se brise pour la première fois face à la méchanceté pure du monde adulte. Elle a couru vers son père et a enfoui son visage inondé de larmes dans sa poitrine. Stéphane s'est levé d'un bond, renversant sa chaise qui a claqué sur le parquet. Ses yeux lançaient des éclairs, sa mâchoire était crispée à se rompre. J'étais tétanisée, incapable de respirer, submergée par une rage si pure, si blanche, si violente que je ne voyais plus rien autour de moi. Je sentais le sang battre à mes tempes comme un tambour de guerre. Je dois faire une pause ici, car mes mains tremblent encore en écrivant ces lignes. Mon cœur bat la chamade rien que de vous raconter ce moment précis. Si vous étiez à ma place, à cet instant précis, si c'était votre enfant qui pleurait, humilié devant tout le monde par sa propre tante, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous sauté sur Corinne pour lui faire avaler ces mots? Auriez-vous quitté la maison sur le champ? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux vraiment savoir si ma réaction, et celle incroyable de ma mère qui va suivre, était justifiée. Stéphane allait parler. Je voyais ses poings serrés, ses jointures blanches, prêts à frapper Thierry si celui-ci avait le malheur de bouger ou de défendre sa femme. Je me suis levée, prête à hurler, à insulter ma sœur, à lui arracher ses extensions de cheveux une par une, prête à devenir la furie qu'elle méritait. Mais avant que je ne puisse faire un pas, avant que quiconque ne puisse dire un mot, un bruit sec a claqué dans la pièce. Clac. C'était violent. Rapide. Précis. Un son de peau contre peau qui a résonné comme un coup de fouet. La tête de Corinne a basculé brutalement sur le côté sous l'impact. Une marque rouge, la trace parfaite de 5 doigts, commençait déjà à apparaître sur sa joue poudrée et maquillée. Le silence qui a suivi était assourdissant, total, absolu. Personne n'osait respirer. Même l'horloge semblait avoir arrêté de tic-taquer. Devant Corinne se tenait ma mère. Bernadette. Ma mère, qui n'avait jamais élevé la voix en 40 ans. Ma mère, qui s'était toujours écrasée devant mon père, qui avait toujours excusé les caprices de Corinne. Elle tremblait de tout son corps, sa main encore en l'air, vibrant de l'énergie du coup porté. « Maman ?» a couiné Corinne, la main portée à sa joue brûlante, les yeux écarquillés de stupeur totale, comme si un meuble venait de l'attaquer. « Tu m'as frappé ? Toi ? Comment as-tu osé ?» a dit ma mère. Sa voix était basse, presque un murmure, mais elle vibrait d'une colère contenue depuis des décennies, une colère froide et terrifiante. C'est ta nièce. C'est une enfant de 12 ans. Elle a passé des heures à faire ça pour toi. Pour toi. Elle voulait te faire plaisir. Et tu traites son cadeau, son effort, son amour comme une ordure? Tu es devenue un monstre, Corinne. Mais maman. C'était dégueulasse. C'est pour son bien. A tenté de se justifier Corinne, paniquée. Tais-toi. A hurlé ma mère. C'était la première fois de ma vie, la toute première fois, que je l'entendais crier avec une telle puissance. Sa voix a fait vibrer les verres en cristal sur la table. C'est là que mon père, Michel, est sorti de sa torpeur alcoolisée. Il s'est levé, rouge de colère, renversant son verre de whisky qui a taché la nappe immaculée. Ça suffit Bernadette. Tu es devenue folle ma parole? Tu frappes ta fille chez elle? Le jour de Noël? Tu as perdu la tête? Il s'est interposé, protégeant Corinne de son corps massif comme si elle était la victime d'une agression injustifiée. Corinne a raison. Il faut être exigeant dans la vie. Si c'est pas bon, on ne va pas mentir. La petite doit apprendre à accepter la critique, c'est comme ça qu'on progresse. Tu ne vas pas en faire une pleurnicheuse comme sa mère. Il a regardé Léa, qui pleurait toujours dans les bras de son père, avec un mépris non dissimulé. Arrête de chialer, Léa. C'est ridicule. Ta tante te rend service. Le monde est dur, il faut t'endurcir. Ce n'est pas en pleurant que tu réussiras ta vie. J'ai regardé mon père et j'ai senti le dernier lien, le dernier fil ténu qui me rattachait encore à lui, se rompre définitivement.
Il ne changeait pas. Il ne changerait jamais. Pour lui, l'image comptait plus que l'humain. Corinne était son reflet, sa création, et il défendrait son reflet jusqu'à la mort, même s'il devait pour cela piétiner le cœur de sa petite fille. Tu me dégoûtes, Michel, a dit ma mère, retrouvant un calme glacial. Elle l'a regardé droit dans les yeux, sans ciller. Tu me dégoûtes depuis des années, mais je suis restée. Par habitude. Par lâcheté. Pour les filles. Pour maintenir cette illusion de famille. Mais là, défendre ça? Défendre cette méchanceté gratuite, sadique, contre ta propre petite fille? C'est fini. La ligne est franchie. Mon père a ri, un rire nerveux, incrédule. Quoi, fini? Tu vas aller où, pauvre folle? Tu n'es rien sans moi. Tu n'as rien. Ma mère ne lui a pas répondu. Elle lui a tourné le dos. Elle a regardé la poubelle. Et elle a fait quelque chose qui a choqué l'assemblée encore plus que la gifle, un geste d'une dignité bouleversante. Ma mère s'est dirigée vers la poubelle d'un pas lent mais déterminé. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» a crié Corinne, horrifiée pour son image. « Ne touche pas à ça, c'est sale. Tu vas te salir. » Ma mère a ignoré sa fille. Elle a plongé la main dans la poubelle. Heureusement, le sac avait été changé juste avant le repas par la femme de ménage, il n'y avait que quelques épluchures sèches au fond. Les truffes étaient restées sur le dessus, un petit tas de boules sombres et poudreuses. Elle en a pris une délicatement, avec respect. Elle a soufflé dessus pour enlever une minuscule miette de pain. Et, sous les yeux écarquillés de 20 personnes, elle l'a mise dans sa bouche. Elle a fermé les yeux et a mâché lentement, prenant le temps d'apprécier chaque nuance de goût. « Maman! Arrête! Tu nous fais honte. Tu te comportes comme une clocharde. » a hurlé mon père, scandalisé. Ma mère a avalé. Elle a ouvert les yeux et a souri à Léa. Un sourire doux, aimant, infini, un sourire qui disait « je t'aime plus que tout ». C'est délicieux, Léa. Le chocolat est puissant, riche, et la fleur de sel relève le goût à la perfection. C'est un travail de chef. C'est sophistiqué. Elle en a pris une autre dans la poubelle. C'est la meilleure chose que j'ai mangée ce soir. Parce que c'est fait avec amour. Pas avec de l'argent sale, de la prétention et du vide. L'oncle Jacques s'est levé brusquement. Il a raclé sa chaise sur le parquet. Il s'est approché de la poubelle, le visage fermé. « Pousse-toi, Bernadette, a-t-il dit de sa voix grave. Il a plongé sa grosse main dans le sac. Il a pris une truffe. Il l'a mangée en fixant Corinne dans les yeux. Putain, c'est vrai. C'est excellent. C'est bien meilleur que ton gâteau industriel surgelé, Corinne. Ma cousine Sabine s'est levée aussi, les larmes aux yeux. Puis Stéphane. Puis moi. Nous étions tous là, debout dans cette cuisine de luxe, autour de la poubelle chromée, à manger les truffes sauvées des ordures. C'était une scène surréaliste, presque biblique. Une communion autour du rejet. Nous mangions la honte de Corinne et nous la transformions en fierté. Léa a arrêté de pleurer. Elle nous regardait, les yeux grands ouverts, stupéfaite. Elle a vu que nous choisissions son camp. Elle a vu qu'elle n'était pas seule. Corinne était adossée au frigo américain, pâle comme un cadavre. Elle voyait son public lui échapper. Elle voyait son autorité s'effriter minute après minute. Elle réalisait qu'elle avait perdu le contrôle. « Vous êtes tous malades », a-t-elle craché, la bave aux lèvres. « Mangez dans les poubelles comme des animaux. Sortez de chez moi. Allez-vous-en tous. Je ne veux plus vous voir. » Avec grand plaisir, ai-je dit. J'avais encore le goût du chocolat et du sel sur la langue. C'était le goût de la justice. C'était le goût de la révolte. Je me suis essuyé la bouche avec le revers de la main. J'ai fait signe à Stéphane de prendre les manteaux. J'ai pris Léa et Enzo par la main. Mais avant de franchir le seuil, je devais régler une dernière chose. La plus importante. Le coup de grâce. Je me suis planté devant Corinne. Elle me regardait avec haine, frottant sa joue rouge qui commençait à enfler. « Tu nous chasses ?» ?»« Très bien, ai-je dit calmement, d'une voix posée que je ne me connaissais pas.
Mais avant que je ne franchisse cette porte et que je ne sorte de ta vie, on va parler chiffres. Tu te souviens de 2019, Corinne? Tu te souviens de ma cuisine? Le visage de Corinne s'est décomposé instantanément. La colère a laissé place à une terreur pure, primitive. Elle a jeté un coup d'œil paniqué vers Thierry, son mari, qui venait de devenir grisâtre, comme s'il allait faire un malaise cardiaque. De quoi tu parles? C'est pas le moment. Pas maintenant, a-t-elle bégayé, reculant d'un pas. C'est exactement le moment, ai-je coupé, impitoyable. Ma voix était froide, tranchante comme un scalpel chirurgical. Tu as jeté le travail de ma fille comme si c'était une ordure. Tu as prouvé ce soir que tu ne connais pas la valeur des choses, ni celle des gens, ni celle du travail. Alors parlons de la seule valeur que tu comprends, l'argent. Je me suis tournée vers l'assemblée. Mon père écoutait, les sourcils froncés, ne comprenant pas. Il y a 3 ans, j'ai prêté 200 000 € à Corinne et Thierry. Toutes nos économies, plus l'héritage de grand-mère. Pour qu'ils puissent acheter cette maison et sauver les apparences, car ils étaient ruinés. Un murmure de choc a parcouru la salle. L'oncle Jacques a sifflé entre ses dents. Mon père a ouvert la bouche, choqué. Il ne savait pas. Corinne lui avait menti, elle lui avait dit que c'était le fruit de ses investissements géniaux. Le masque tombait. Tu m'avais juré, la main sur le cœur, de me rembourser en 6 mois, ai-je continué, avançant d'un pas vers elle à chaque phrase, la forçant à reculer jusqu'au mur. Ça fait 3 ans. J'ai été patiente. J'ai été gentille parce que tu es ma sœur. J'ai attendu parce que je ne voulais pas te mettre dans l'embarras. Mais ce soir, tu as montré ton vrai visage. Tu n'es pas une femme d'affaires à succès. Tu es une brute fauchée, une escroc qui vit à crédit sur le dos de sa petite sœur ouvrière. C'est faux. A crié Corinne, mais sa voix manquait cruellement de conviction, elle sonnait creux. J'ai la reconnaissance de dette signée dans mon coffre à la banque, ai-je répondu du tac au tac. Et devine quoi? Il y a une clause spécifique, tu te souviens? En cas de non-remboursement après 24 mois, la totalité de la somme est exigible immédiatement, sur simple demande. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai regardé l'heure ostensiblement. Il est 22h30. Demain matin, à 9h pile, à l'ouverture des bureaux, j'appelle mon avocat. Je veux mes 200 000 € sous 30 jours. Pas un jour de plus. Sinon, je lance la procédure de saisie. Je fais saisir cette maison, ta voiture, tes meubles et tout ce qu'il y a dedans, y compris ce sapin ridicule et tes robes de marque. Thierry s'est effondré sur une chaise, la tête dans les mains, pleurant sans retenue. On ne les a pas, Sandrine. Tu le sais. On a tout dépensé. Le marché s'est effondré. On est à sec. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit sans aucune pitié. Débrouillez-vous. Vendez vos bijoux, vendez vos sacs Hermès, vendez la villa. Mais je veux mon argent. Pour l'avenir de mes enfants. Des enfants que vous avez traités comme de la merde ce soir. Mon père a essayé d'intervenir, brandissant sa canne comme une arme dérisoire. Sandrine. Tu ne vas pas faire ça. C'est ta sœur. Tu vas les mettre à la rue. C'est inhumain. Tu es un monstre. Un monstre d'égoïsme. Tu veux tuer ta famille? Je l'ai regardé, et pour la première fois de ma vie, je n'ai ressenti aucune peur face à lui. Juste une immense pitié mêlée de dégoût. Le monstre, papa, c'est celui que tu as créé et nourri depuis 40 ans. Et toi, tu es son complice silencieux. Si tu l'aimes tant que ça, si tu crois tant en elle, vends ta propre maison pour payer ses dettes. Vas-y, sauve-la. Mais moi, c'est fini. La banque Sandrine est définitivement fermée. L'ambiance dans la villa était apocalyptique. C'était la fin d'un monde. Corinne pleurait, non pas de remords pour ce qu'elle avait fait à Léa, mais de peur panique pour son statut social qui allait s'évaporer. Thierry était catatonique. Mon père hurlait des insultes dans le vide. C'est là que ma mère est réapparue. Elle était allée dans le vestibule. Elle avait mis son manteau de laine gris sur le dos et tenait à la main sa petite valise à roulettes qu'elle avait amenée pour le week-end. Elle s'est plantée devant mon père, droite, digne. « Je pars avec Sandrine », a-t-elle dit calmement, d'une voix posée. « Quoi » a aboyé Michel, les yeux exorbités.
Tu ne vas nulle part. Tu restes ici. Qui va me faire mon café demain matin? Qui va préparer mes médicaments? Ma mère a eu un petit rire triste, un rire de résignation. Fais-le toi-même, Michel. Ou demande à ta fille géniale, elle aura beaucoup de temps libre bientôt. Je demande le divorce. Le mot a résonné plus fort que l'annonce de la dette. 73 ans, marié depuis 45 ans. Personne ne l'avait vu venir. C'était l'impensable. J'ai gâché trop d'années à te servir, à m'écraser et à écouter tes bêtises, a-t-elle continué. J'ai vu comment tu as regardé Léa ce soir. J'ai vu comment tu as encouragé la cruauté de Corinne. Je ne veux plus passer une seule seconde de ma vie, le peu de temps qu'il me reste, avec un homme aussi petit que toi. Je choisis la gentillesse. Je choisis mes petits-enfants. Elle s'est tournée vers nous, le visage illuminé par une paix nouvelle. On y va, les enfants? Emmenez-moi loin d'ici. Nous sommes sortis tous ensemble, en bloc. Sandrine, Stéphane, Léa, Enzo, et Mamie Bernadette. L'oncle Jacques a attrapé son manteau et nous a suivis en disant « Attendez-moi, je ne reste pas dans cet asile de fous une minute de plus, je vous ramène tous. » Sabine nous a suivis aussi. En sortant dans la nuit froide de décembre, j'ai entendu les cris de mon père et les pleurs hystériques de Corinne derrière la lourde porte en chêne qui se refermait. C'était le son de leur défaite. Pour la première fois depuis des années, l'air n'a jamais semblé aussi pur, aussi frais. Léa a serré la main ridée de sa grand-mère. « Merci mamie », a-t-elle chuchoté. « De rien, ma puce. »« Tes truffes étaient vraiment délicieuses », a répondu ma mère en lui faisant un clin de complice. « Et tu sais quoi? On en refera ensemble demain. » Les 30 jours qui ont suivi ont été un enfer pour Corinne, et je ne vais pas mentir, une douce justice pour nous. Je n'ai pas cédé. Pas d'1 millimètre. Mon père m'a harcelé de messages vocaux, m'appelant 10 fois par jour, me traitant de tous les noms, me disant que je détruisais la famille, que j'étais une ingrate. J'ai fini par le bloquer partout. Corinne a essayé de négocier. Elle m'a envoyé des photos d'elle en pleurs, jouant la victime. Elle a essayé de dire que c'était une blague, pour les truffes, qu'elle voulait juste taquiner Léa. C'était juste de l'humour, Sandrine. Tu n'as aucun sens de l'humour. On ne peut plus rien dire. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé mon avocat répondre. Chaque communication passait désormais par lui. Ils ont dû tout vendre. La réalité les a rattrapés brutalement. La villa d'Arcachon a été bradée car ils devaient vendre vite avant la saisie judiciaire qui aurait été encore plus coûteuse. Le marché immobilier commençait à baisser, ils ont perdu énormément d'argent sur la vente. Une fois la banque remboursée, ils avaient encore un gros crédit dessus, et moi remboursé, oui, j'ai récupéré mes 200 000 € jusqu'au dernier centime, c'était ma victoire, il ne leur restait presque rien. Thierry a fait faillite, son agence immobilière était aussi endettée jusqu'au cou. Ils ont dû déménager. Fini la Côte d'Argent, fini les vues sur mer. Ils ont loué un petit appartement étroit, sombre et mal isolé, dans une banlieue grise de Rennes, loin de tout le monde, là où personne ne connaît leurs mensonges passés. Mon père, se retrouvant seul dans sa grande maison vide, incapable de se faire cuire un œuf ou de lancer une machine à laver, a essayé de récupérer ma mère. Il lui a envoyé des fleurs, des lettres d'excuses pathétiques. Elle a donné les fleurs à la voisine. Il a fini par devoir vendre sa maison aussi pour payer le divorce et donner sa part à ma mère, la moitié de tout, comme la loi le prévoit. Il est parti vivre chez Corinne à Rennes, car il n'avait nulle part où aller. Aux dernières nouvelles, c'est l'enfer là-bas. Corinne lui reproche sa chute, il lui reproche son échec et la perte de sa femme. Ils vivent entassés, aigris, à se détester mutuellement dans 60 mètres carrés. C'est la prison qu'ils ont construite eux-mêmes, brique par brique, insulte par insulte. Nous sommes aujourd'hui 3 ans plus tard. C'est de nouveau Noël. Chez nous, à Bordeaux, la maison est remplie de rires, de musique et de bonnes odeurs de cuisine. Ma mère vit dans un bel appartement lumineux à 2 rues de chez nous. Elle a rajeuni de 10 ans. Elle s'est coupé les cheveux, elle porte des couleurs vives. Elle s'est inscrite à un club de randonnée, elle s'est fait des amis, elle voyage en Italie et en Espagne. Elle est enfin libre, elle rit fort, elle vit pour elle-même. Léa a 15 ans maintenant. Ce Noël horrible l'a changée, mais en bien. Elle a compris très tôt que la vie des gens toxiques ne valait rien, même s'ils sont de votre sang.
Elle a continué la pâtisserie avec encore plus de passion. Elle a ouvert une chaîne TikTok et Instagram appelée Les Délices de Léa, où elle montre comment faire des desserts simples, gourmands et accessibles. Elle a déjà 50 000 abonnés. Et devinez quelle est sa vidéo la plus vue, celle qui a fait le buzz? Celle où elle apprend à faire des truffes de la revanche. Dans la vidéo, ma mère apparaît en invitée d'honneur pour les goûter et dire « C'est une tuerie ». C'est notre petite victoire, notre pied de nez au passé. Nous n'avons plus aucun contact avec Corinne, Thierry ou mon père. Silence radio total. Parfois, ça fait mal, c'est vrai, surtout les soirs de fête. C'est un vide. On se pose des questions. Mais c'est un vide propre, sain, apaisé. J'ai réalisé qu'il vaut mieux une chaise vide à Noël qu'une chaise occupée par quelqu'un qui vous méprise, qui vous juge et qui vous fait du mal. Enzo est devenu un adolescent protecteur, toujours le premier fan de sa sœur, son premier goûteur officiel. Stéphane et moi avons utilisé l'argent récupéré pour sécuriser l'avenir des enfants, payer leurs futures études, et nous avons emmené ma mère faire ce fameux voyage à Rome dont elle rêvait depuis ses 20 ans mais que mon père refusait toujours de faire. En regardant en arrière, avec le recul, je me dis que ces truffes jetées à la poubelle ont été, paradoxalement, le meilleur cadeau de Noël que nous ayons jamais reçu. Elles ont agi comme un révélateur puissant, comme un acide qui a dissous les mensonges. Elles ont forcé la vérité à sortir, elles ont fait exploser l'abcès qui nous empoisonnait depuis des années. Sans ce geste cruel de Corinne, je serais peut-être encore en train d'attendre mon argent, espérant un remboursement qui ne viendrait jamais. Ma mère serait encore l'esclave domestique de mon père, s'éteignant à petit feu. Et Léa chercherait encore désespérément l'approbation d'une tante qui ne l'aimera jamais, se sentant toujours insuffisante. J'ai appris plusieurs leçons vitales cette nuit-là, et je veux les partager avec vous. Premièrement, protégez vos enfants. Coûte que coûte. Personne, pas même la famille, pas même les grands-parents ou les oncles et tantes, n'a le droit de les humilier, de les rabaisser. Votre devoir est d'être leur bouclier. Deuxièmement, l'argent ne fait pas la classe. On peut avoir des lustres en cristal, des robes de créateur et une âme de poubelle. On peut manger dans une poubelle par solidarité et avoir une dignité royale. La vraie classe, c'est la gentillesse. Troisièmement, il n'est jamais trop tard. Ma mère a quitté mon père à 73 ans. Elle a tout recommencé. Elle est la preuve vivante qu'on peut changer de vie à tout âge, qu'on n'est jamais condamné à rester malheureux. Et enfin, les dettes doivent être payées. Pas seulement les dettes d'argent, mais les dettes morales. Corinne a payé le prix fort pour son arrogance et sa méchanceté. Le karma, ou la justice, finit toujours par présenter l'addition. Voilà, c'était mon histoire, l'histoire des truffes de la vengeance. J'espère qu'elle vous a donné le courage de vous défendre si vous vivez une situation similaire, si vous avez des proches qui vous font du mal sous prétexte que c'est la famille. Et vous? Avez-vous un membre de la famille toxique que vous n'osez pas affronter? Avez-vous déjà dû couper les ponts pour vous sauver, vous et vos enfants? Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous, ou si vous avez simplement aimé voir la justice triompher face à la méchanceté, s'il vous plaît, mettez un j'aime sur cette vidéo maintenant. Ça aide énormément la chaîne à grandir. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines histoires de vie. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que l'on peut s'en sortir, que l'on a le droit de dire stop. Prenez soin de vous, protégez ceux que vous aimez et n'oubliez jamais, votre valeur ne dépend pas du regard des autres et certainement pas de ceux qui vous jettent à la poubelle. À très bientôt pour une nouvelle histoire. I don't understand how is she still alive after what I've seen her cooking. I don't know either. Okay, I have pepper. Ooh,
Oh, you know what I still have? This is like broke meals. I still have the buldak seaweed from my cooking stream. I'm gonna put some. This is a broke mukbang stream. This was not on my list. Ooh, Jeremy. Jeremy, thank you for the 2 months. W Jeremy sub. Thank you. Dab. She got that grizzly and moose blood in her. What does that even mean? Because I'm Canadian? Failure is just learning experience and also something for us all point to laugh at. Oh, okay. So you guys are going to make fun of me for failing. That's not very nice. What was I saying? This is like broke meal. This is a broke mukbang. Instead of Haidilao is canceled because I'm too broke for Haidilao. So we're here. This is what we're eating today. Oh, it's going to fall. It's still gonna fall. Can we? This tripod sucks. I need a new one. No, I think it's just my phone. Okay, thank God. Okay, I need chat on my computer. Okay, we got we cracking some pepper. No, just kidding. We cracking some pepper, and then where is it? 1995 called. They want their keyboard back. What? 1995? This keyboard is so good. It's not an old keyboard. It's good. This is like the... What's that flaky shit beside the eggs? It's spicy buldak seaweed. Is that beacon on the side? Wait, what? Bacon? Oh, look, it's... Wait! I'm gonna try it after. I'm gonna put this on and I'm gonna try the egg chip. Egg crisps is what we'd be calling it now. Ooh, buldak seaweed instead of hot sauce. This is what we fucking with today. Struggle meals. Okay, does this look appetizing? The correct answer is yes. 1 for yes, 2 for yes. Any number, any letter, any chat for yes. Oh, thanks, totally normal, dude. It kind of does. Oh, really? We need to be honest. Well, there's no other option. It's just yes. Why am I eating this with chopsticks? I should have gotten like... Okay, it's okay. Which the dry elbow you peel off is painful and gross. What? It looks like this... What are you peeling off your elbows? What are you peeling off your... I don't think I've ever like... Dead skin sometimes if it's flaky. Really? I've never peeled dead skin off elbows. Okay, egg chips. Oh. Okay, actually it's just oil. The more I look at it, the more it's just oil. Okay. Bon appetit. Oh my god. You hear that crunch? It's really oily. Does it taste like cancer? I don't know. It's really oily. But it's just salty. It tastes good because it's like salt. Does it taste like cancer? It does. Hi, Peso. Okay, that's too oily for me. I mean, it's so good. Guys, this is gonna hit the stores next week. Better buy it. Got powder on the packaging. Finally didn't get a noti. Oh my god, it's okay. It's okay. It's okay, Spartan. Do you have toasts? I do not. I do not. Man, acting ability is always on point when pretending to like the food she makes. Wait, this egg is actually pretty good. It was not too much salt. Wait. Egg yolk? Ooh, did you see it? Ooh. Ooh. Oh my goodness, my eggs are so good. Do you see this egg yolk? Oh my god. Doesn't this look good? Yum, 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 yum. Wait, mix what with the egg yolk? The egg chips? Ooh.